Eh bien, chers amis, bonsoir. Au nom du bureau de la Saphir et du conseil d'administration de la Saphir, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver ce soir en direct sur vos ordinateurs pour une nouvelle webconférence de la Saphir. Vous savez qu'au cours de l'année dernière, la Saphir ne s'est pas uniquement contentée de vous proposer le congrès annuel qui a lieu tous les ans, on parlait des congrès porte-maillot à l'occasion de la SFO, qui, rappelons-le, cette année aura lieu le 7 et le 8 mai prochain. Nous avons pris la décision, depuis un an, d'essayer d'être plus proche de vous au cours de l'année. Et vous vous souvenez qu'on avait inauguré il y a pratiquement juste un an, c'était le 1er avril l'année dernière, ce concept des webconférences, l'année dernière consacrée au kératocone, puis aux implants FAC. Et donc ce soir, nous sommes vraiment ravis de passer cette heure et demie avec vous. Et nous serions vraiment heureux que vous interveniez de façon interactive par le système de questions qu'il est possible de poser. Ce soir, donc, le sujet qui a été retenu par notre conseil d'administration est bien sûr l'astigmatisme et chirurgie du cristallin, vous le savez. Et avec un groupe d'experts, nous allons essayer de vous donner quelques clés du succès de cette chirurgie. Je tenais à remercier vivement le laboratoire Alcon qui a accepté de nous aider dans l'organisation de cette webconférence ce soir par un sponsoring. Et nous les remercions vivement de ce geste. Les clés du succès, vous les aurez ce soir par des experts que vous reconnaissez sur l'écran dès maintenant. Et je tiens également à remercier notre expert en trésorerie, M. Danan, qui est là ce soir et qui va gérer avec nous la prise en charge des questions des internautes. Alors, le plan, vous l'avez vu, on va essayer de répondre de façon assez précise à certaines interrogations pratiques que tous les ophtalmologistes se posent actuellement pour la correction de l'astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte. Et donc Michel Pérez présentera tout à l'heure les moyens d'analyse et de repérage pré-opératoire des astigmatismes. En combinaison, vous allez le voir dans un match de ping-pong un petit peu avec son duettiste Pierre Lévy de Montpellier qui nous présentera les implants toriques dans la chirurgie cristallin, comment les mettre, comment les positionner et quels sont les résultats que l'on peut obtenir aujourd'hui par cette technologie. Cathy, enfin, vous savez qu'on n'est pas parfait et malgré cela, on peut avoir des astigmatismes résiduels après la chirurgie de la cataracte. Et Cathy, avec une voix un petit peu moins tonique que d'habitude ce soir, nous dira tout à l'heure comment corriger les astigmatismes résiduels après la chirurgie du cristallin. Vous avez la parole, chers amis, mesdames, messieurs, vous avez la parole. Ceci est fait pour vous essentiellement. Et donc, vous posez vos questions au fur et à mesure de ce débat ou dès maintenant, si vous en avez qui vous interpellent. Alors, la question qui se pose ce soir, c'est pourquoi proposer une correction de l'astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte ? Eh bien, on va vous le dire, vous le redire. L'astigmatisme est une amétropie très fréquente. Vous savez qu'on opère actuellement en France environ 650 000 patients tous les yeux, 650 000 yeux tous les ans, et non pas patients. Il y a une demande qualitative des patients actifs qui est de plus en plus forte. Les patients veulent voir sans lunettes, de loin, de près. Et l'astigmatisme est aujourd'hui un obstacle important donc, à cette hémétropie post-opératoire souhaitée. Ça, vous le savez, l'astigmatisme préopératoire, c'est fréquent. Regardez, il y a à peu près les 2/3 des patients qui ont un astigmatisme de moins d'une dioptrie, mais 25% des patients ont un astigmatisme notable de 1 à 2 dioptries, et 7% des patients, surtout les forts myopes, ont un astigmatisme de plus de 2 dioptries. Alors, ça paraissait tout à fait illogique de corriger en 2009-10 la myopie, l'hypermétropie, voire compenser la presbytie et diminuer les aberrations optiques, alors qu'on ne corrigeait pas l'astigmatisme, ce qui paraissait être vraiment le b.a.-ba de la quête de l'hémétropie. Il faut savoir aussi que l'astigmatisme, pour la qualité de vision des patients, est plus délétère que les aberrations d'ordre supérieur, que l'on corrige ou qu'on essaye de compenser maintenant de façon systématique par les implants asphériques depuis 7-8 ans. Donc pourquoi proposer une chirurgie de l'astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte ? Eh bien parce que la chirurgie de la cataracte est devenue très reproductible.
il y a actuellement des incisions de plus en plus maîtrisées qui vont faire en sorte que le cylindre induit est quasiment insignifiant et qu'il y a donc une prédictibilité très grande du résultat réfractif, prédictibilité qui est encore améliorée par la biométrie qui devient de plus en plus précise. Il y a même des sites que je rappelle là, c'est le site de l'ASRS qui nous l'a rappelé cette semaine. Il y a des sites que vous pouvez consulter gratuitement, comme le site du docteur Warren Hill à l'ASRS, et qui vous permet d'avoir des calculs de plus en plus précis de la puissance des implants. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va d'abord évaluer l'astigmatisme préopératoire, qui est essentiellement l'astigmatisme de la cornée antérieure et l'astigmatisme du cristallin, qui devrait disparaître après la chirurgie, bien sûr. Le cornéen postérieur et l'astigmatisme du pôle postérieur sont, dans la majorité des cas, négligeables. Donc ça, c'est le challenge avant l'intervention. Après l'intervention, eh bien, les astigmatismes cornéens postérieurs et du pôle postérieur sont toujours négligeables. Par contre, il peut y avoir toujours un astigmatisme cornéen antérieur, le préopératoire plus ou moins réduit, voire l'astigmatisme induit par le geste chirurgical. S'y ajoute parfois, de temps en temps, et il faudra sûrement le rechercher, un astigmatisme dû à l'implant qui peut être tilté, voire légèrement décentré. Et en cas d'implant torique, il faudra regarder vraiment si le centrage n'est pas à l'origine d'aberrations visuelles produites par ce léger décentrement. Comment corriger l'astigmatisme? Eh bien, aux États-Unis, la technique la plus fréquente, ce sont les incisions relaxantes, au couteau diamant ou au laser femtoseconde, avec la nouveauté des incisions intrastromales, c'est-à-dire des incisions obliques qui n'incisent pas l'épithélium et l'abomane. La photoablation peut aider aussi pour réduire cet astigmatisme, et Cathy nous en reparlera sûrement tout à l'heure en post-opératoire. Mais le maître mot, le cheval de bataille de cette correction d'astigmatisme, ce sont les implants toriques qui feront l'objet des présentations et du débat ce soir. Implants toriques que vous connaissez maintenant, bien sûr. Les incisions relaxantes, je les survole, bien sûr, qui peuvent se faire au laser femtoseconde. Cathy nous montrera, je pense, une vidéo tout à l'heure, et qui, en quelques secondes, permettent de corriger un astigmatisme cornéen, c'est-à-dire l'astigmatisme là où il est. Un autre astigmatisme de plus en plus préoccupant, c'est bien sûr l'astigmatisme des kératocones. Et j'aimerais tout à l'heure que dans la discussion et ou dans les présentations, eh bien, on discute un petit peu comment, lors de la prise en charge d'un kératocone en 2011, lorsqu'on opère ces patients de la cataracte, comment peut-on les aider de façon efficace par l'implantation de cristallins artificiels toriques. Voilà, donc voilà brossé un petit peu les thèmes de la soirée. Il y a bien sûr d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, mais qu'on pourra évoquer avec vous dans la discussion si les questions s'y rapportent. Et à propos du kératocone, bien sûr, sachez que je ne pouvais pas ne pas vous montrer pour vous remercier de votre attention de cette introduction. Donc l'annonce du congrès Eurokératocone qui aura lieu à Bordeaux en septembre prochain, et au cours duquel, bien sûr, nous reparlerons de la correction de l'astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte. Voilà. Le débat va être lancé. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre Lévy, qui va, sur l'ordinateur, vous présenter donc tout d'abord une introduction générale sur la chirurgie de l'astigmatisme par les implants toriques et eh bien, la présentation des différents implants toriques actuellement sur le marché. Voilà, Pierre, à toi, et merci de ta participation à ce débat. Merci à vous de votre invitation. Je vais donc vous parler des implants toriques dans la chirurgie du cristallin. Vous savez que les implants toriques permettent de corriger tout ou partie de l'astigmatisme cornéen au cours d'une chirurgie du cristallin, que cela soit dans le cadre d'une cataracte ou d'une chirurgie du cristallin clair. Les implants toriques appartiennent à la famille des implants premium, c'est-à-dire des implants à valeur ajoutée, qui sont des implants qui donnent lieu à un surcoût, bien évidemment. L'intérêt des implants toriques est double. Il est à la fois pour le patient et pour le chirurgien. Pour le patient, bien évidemment, il y a une diminution de la dépendance au port d'une correction optique post-opératoire et une amélioration de la qualité de vie. Et pour le chirurgien, l'intérêt intellectuel est réel. On a moins de routine, plus d'engagement, on a une obligation de résultat, c'est un espèce de contrat réfractif que l'on passe avec le patient.
Et enfin, on a certainement une valorisation de notre activité. Quelle est la pénétration actuelle du marché? Actuellement, 15% des chirurgiens en France ont une activité en implant premium, mais il y a une grande dispersion de leur utilisation puisque cela va de quelques cas à, chez certains spécialistes, entre 50 et 60% de l'activité en implant premium. En 2010, la pénétration était de 4,66% sur l'ensemble des implants premium, sur un chiffre, comme vous l'a dit Joseph, d'environ 650 000 cataractes. Les implants toriques aujourd'hui ne représentent que 1,55%, donc moins que les implants multifocaux. Il existe de nombreux facteurs qui vont plaider en faveur d'une prise en charge de l'astigmatisme par implant torique ou d'ailleurs par les autres techniques au cours de la chirurgie de la cataracte. On a un recul important, il y a des données socio-économiques et des données médicales qui valident ce choix. En ce qui concerne le recul, 3 dates à retenir: 1994, fabrication du premier implant torique, et 1998, la FDA qui aux États-Unis autorise l'implant STAR, qui est un implant qui n'a pas eu un grand succès du fait d'une taille mal adaptée à celle du sac et de rotation souvent supérieure à 10 degrés. Et enfin, en septembre 2005, l'autorisation aux États-Unis de l'implant torique de chez Alcon, qui est une des références dans le domaine. Les données socio-économiques, bien sûr l'âge au moment de la chirurgie de la cataracte. Les données du PMSI nous montrent que les patients sont opérés de plus en plus jeunes, puisque les patients de moins de 70 ans ont augmenté de 1,2% en 6 ans. Que l'activité des patients au moment de la chirurgie de la cataracte, on a des patients qui sont de plus en plus actifs à âge égal qu'il y a 20 ans. L'espérance de vie est en augmentation et on a un souhait de plus en plus exprimé d'une indépendance au port d'une correction optique. Enfin, les données médicales, à savoir la prévalence de l'astigmatisme qui nous intéresse, l'influence de l'astigmatisme sur la vision de loin non corrigée, la technique chirurgicale et l'analyse de la littérature. En ce qui concerne la prévalence de l'astigmatisme, le professeur Collin vous a dit qu'effectivement, on avait beaucoup de nos patients qui étaient astigmates et actuellement, on peut évaluer dans une étude qui a été publiée en 2009, environ 41% des patients au moment de la chirurgie de la cataracte qui ont un astigmatisme supérieur ou égal à 0,75 dioptrie et qui donc peuvent bénéficier d'une implantation torique. La phacoémulsification, bien sûr, la technique chirurgicale aujourd'hui est une technique sécurisée et qui est non astigmatogène. Et c'est un point essentiel de l'approche réfractive, ne pas créer d'astigmatisme quand il n'y en a pas et ne pas le modifier quand on veut le corriger. Bien évidemment, la chirurgie par laser femtoseconde va encore apporter plus de sécurité, plus de précision et de reproductibilité. Et tous ces éléments plaident en faveur du développement des implants toriques. Quand on regarde la littérature, je vais aller assez rapidement. Si je vous parle de l'étude FDA, de la FDA qui a été faite sur l'implant torique de chez Alcon sur pratiquement 500 patients, on s'aperçoit en comparaison avec un implant monofocal que les patients qui ont plus de 10 dixièmes, supérieurs ou égal à 10 dixièmes, représentent 82% en vision binoculaire avec l'implant torique contre 50% avec un implant non torique, et que l'indépendance aux lunettes en vision de loin va de 50% avec un implant classique à 97% avec un implant torique. Un dernier article en 2010 qui est paru dans le JCRS montre effectivement qu'on a après implant torique 70% des patients qui ont un astigmatisme résiduel inférieur à 0,50 dioptrie ou égal à 0,50 dioptrie et qu'un peu plus de 70% des patients ne portent plus jamais de lunettes en vision de loin. Enfin, pour terminer cette introduction, on a des publications récentes qui montrent la supériorité de l'implant torique par rapport aux techniques d'incision cornéenne. Quand je parle d'incision cornéenne, je veux exclure les incisions limbiques relaxantes aux femtosecondes, puisque pour l'instant, nous n'en avons pas encore le recul. Je parle uniquement des techniques incisionnelles au couteau diamant ou à la lame habituelle. Et effectivement, on a des publications tout à fait récentes qui montrent que si l'on compare l'implant torique par rapport à des incisions limbiques ou à l'incision cornéenne élargie, les résultats sont meilleurs avec les implants toriques. Quels sont les implants actuellement disponibles sur le marché français ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on peut couvrir une gamme qui va de moins 10 à plus 30 en ce qui concerne les implants toriques monofocaux, moins 10 à plus 35 pour la sphère et de plus 1 à plus 12 pour l'astigmatisme. L'intérêt des implants toriques, c'est qu'on n'a pas de risque de créer un astigmatisme irrégulier ou pas de régression comme on peut le voir avec les techniques incisionnelles actuelles. Qu'on a l'inconvénient, c'est que ça prend un petit peu de temps en préopératoire, mais comme toute technique de chirurgie d'astigmatisme, le risque de rotation avec les implants actuels est pratiquement nul et se limite à quelques degrés, toujours inférieur à 4 degrés. Enfin, le risque de distorsion si on a un mauvais alignement est un risque réel. Et par contre, petit inconvénient, l'implant torique pour l'instant n'apporte qu'une correction symétrique.
5 produits sont distribués en France. Le dernier que l'on connaît un petit peu moins est le produit du laboratoire AMO Abbott, qui est le Technistorique. Et je parlerai surtout des implants qui existent déjà depuis quelques années. Donc l'implant Alcon que vous connaissez bien, qui est sur la base de l'implant monobloc sphérique, avec un tore à sa face postérieure. Aujourd'hui, on a 7 modèles du T3 au T9 qui corrigent de 1 à 4 dioptries d'astigmatisme cornéen. Et très bientôt, nous disposerons de la même gamme en implant asphérique et enfin d'un implant T2 qui corrigera à partir de 0,50 dioptries d'astigmatisme fin de l'année. Un autre implant, je les cite par ordre alphabétique de laboratoire, un autre implant torique actuellement disponible sur le marché, l'implant Oculentis, qui est distribué par Topcon, qui permet de traiter de 0 à 35 dioptries en sphère et en cylindre jusqu'à 12 dioptries. C'est un implant qui est original dans la mesure où on arrive à avoir une customisation, une personnalisation à 0,01 dioptrie. Il existe sous la forme d'une navette et sous la forme plus classique. Un implant un petit peu moins connu, le Rainer T-Flex, qui lui corrige de moins 10 à plus 35 par pas de 0,50 et en cylindre de 1 à plus 11. Et enfin l'implant de chez Zeiss, que tout le monde connaît, qui est sur la base du matériau Acritec, qui est donc un implant qui corrige de moins 10 à plus 32 par pas de 0,50 et de plus 1 à plus 12 en cylindre. Il existe aussi des implants toriques multifocaux qui là aussi sont assez similaires aux monofocaux, puisque c'est une déclinaison des monofocaux que je vous ai présenté en implants toriques multifocaux qui corrige donc de moins 10 à plus 36 en sphère et jusqu'à 12 dioptries en cylindre. Le dernier né, c'est l'implant de chez Alcon qui est le Restore IQ plus 3, qui est la combinaison de l'implant torique et de l'implant Restore, que tout le monde connaît bien, qui aujourd'hui est décliné sur une gamme qui va de plus 6 à plus 30 dioptries et qui corrige de 0,50 à 2,32 dioptries d'astigmatisme cornéen. L'implant, le Lantis M+ torique, qui est distribué donc par Topcon, qui est aussi donc, qui est tout à fait customisable. Enfin, le Rainer, qui est un petit peu original dans la mesure où lui présente une addition de plus 3 et plus 4. C'est un implant réfractif en acrylique hydrophile. Et l'acrylisatorique de chez Zeiss, l'acrylisatorique de chez Zeiss qui corrige de moins 10 à plus 32 avec la même gamme de cylindres. Le point commun entre tous ces implants, c'est l'existence d'un calculateur en ligne qui permet de commander les implants et de valider son choix avec des calculateurs qui sont un petit peu différents, plus rapides chez Alcon dans la mesure où on a moins de personnalisation possible. Par contre, dans les autres laboratoires, on a la possibilité d'adapter un petit peu plus, mais cela prend plus de temps. Les perspectives d'avenir, très rapidement, l'implant de Kelun Vision, une étude à Mexico par notre ami Chaillet a montré son efficacité. C'est une technique qui sera probablement intéressante et dont il faudra discuter. Je vais passer la parole à Michel Pérez, qui va vous parler des moyens d'analyse et de repérage pré- et péropératoire des astigmatismes. Merci Pierre, merci Joseph pour cette opportunité de parler dans ce débat tout à fait intéressant. Après ce catalogue d'implants tous intéressants, on va déjà revenir de manière un peu plus pragmatique et la question c'est comment bien évaluer l'astigmatisme préopératoire. Il est sûr que la chirurgie de cataracte est devenue une chirurgie réfractive du cristallin et toutes les connaissances de la chirurgie réfractive sont rentrées dans le terrain de la chirurgie de la cataracte. Pour analyser l'astigmatisme cornéen, on a le JAVAL, les topographies placido par élévation. Et pour l'astigmatisme total, nous verrons le réfracto automatique et la bérométrie. D'abord, le JAVAL, c'est quand même la référence. Ça mesure la cornée entre deux points distants de 3 mm. Ça présume que la cornée entre ces deux points est sphérique et est encore largement utilisée en pratique quotidienne en contacto. Les insuffisances de la technique, c'est que la cornée n'est pas toujours régulière entre les deux points mesurés. La zone centrale n'est pas explorée, mais elle est extrapolée. Et la périphérie n'est pas du tout explorée. L'irrégularité est parfois détectée, mais jamais mesurée de manière fiable, ce qui fait qu'on aboutit souvent à des sous-évaluations. La topographie, c'est 2 slides pour vous prouver que statistiquement, la Terre est plate. Si on se confère à la surface des océans et qu'il y a quelques exceptions de montagnes. Et il est important en fait d'analyser la topographie pour se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau de la cornée.
Mémoire de la modification des statistiques en ce qui concerne l'incidence du kératocone dès qu'on a commencé à utiliser les premiers disques Placido. Et voilà les premières images. Vous voyez à gauche qu'on peut utiliser, on peut parler encore en millimètres, ou on parle plus souvent maintenant en dioptrie. La topographie Placido peut être axiale ou tangentielle, l'analyse tangentielle forçant un peu les traits, permettant une meilleure analyse. La mesure est de milliers de points, elle limite au mieux les extrapolations et la zone centrale est explorée. L'analyse de la périphérie existe et peut être exploitable. Avec l'informatique, on a des différentiels de mesure qui permettent en fait d'avoir des mesures et des différentiels pré- et post-opératoires qui sont tout à fait intéressants dans l'intensité mais aussi dans l'axe de l'astigmatisme, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que la zone centrale de 1 mm est estimée. Elle nécessite un reflet cornéen de qualité, on va le revoir tout à l'heure. La cornée est supposée sphérique et l'analyse de la périphérie est dépendante de la qualité de la mesure et donc opérateur dépendant. Donc encore une fois, l'œil sec c'est vraiment un piège en ce qui concerne l'analyse topographique et souvent on est obligé d'analyser finement le film lacrymal en pré-examen et puis peut-être d'hydrater un petit peu pour avoir des images qui soient un petit peu plus interprétables. Les avantages du Placido, c'est l'analyse fine des astigmatismes réguliers ou asymétriques, une analyse possible des astigmatismes centraux. On peut calculer en différentes zones optiques de la valeur ponctuelle et de l'axe, on va le voir tout à l'heure. L'analyse de la cornée post-opératoire est tout à fait interprétable en pré- et post-op. Voilà une image intéressante où vous pouvez en fait voir la customisation de cette analyse dans les différents axes. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'est rapidement opérateur dépendant. Voilà un cliché, ça c'est le même œil. Voilà un cliché qui n'est pas valide tout simplement parce que le rond central, c'est la pupille. Vous voyez qu'elle a une forme tout à fait non atomique, c'est le patient qui a bougé. Voilà le même cliché avec une analyse qui est correcte. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes images. Les topographies en élévation, que ce soit l'Orbscan, le Pentacam ou ceux qui vont suivre, ont un peu révolutionné l'approche de la topographie puisque en utilisant l'axial ou le tangentiel, on arrive à analyser la surface antérieure, mais aussi la surface postérieure de la cornée, et d'avoir aussi une analyse complète kératométrique et pachymétrique. Donc on a appris à utiliser ces 4 fameuses images et qu'on peut reproduire patient sur patient, préopératoire, post-opératoire, et détecter sans aucun doute les kératocones, mais aussi les cornées asymétriques, on va le voir tout à l'heure, c'est important. Les avantages de la topographie en élévation, ça mesure, comme je viens de vous dire, ces 4 postes, et ça permet de mesurer les cornées irrégulières. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut se passer de topographie pour les implants premium en 2011 et bientôt 2012? La réponse est bien entendu non, parce qu'on détecte des kératocones, mais aussi des pseudo-kératocones frustes et aussi des astigmatismes irréguliers qui sont hors du cadre de kératocones qu'évoquait Joseph tout à l'heure, des contre-indications absolues en ce qui concerne les multifocaux et relatives en ce qui concerne les implants toriques. La mesure de l'astigmatisme total, elle peut être faite soit au réfractomètre automatique, soit à la béromètre. Le réfractomètre automatique, on l'a tous, on le connaît tous, ça permet une analyse des astigmatismes irréguliers ou asymétriques. C'est l'analyse habituelle, peu opérateur dépendant, maintenant qu'on a des machines qui sont compétitives. D'où la reproductibilité et ça permet l'analyse de la cornée post-opératoire. La béromètre, c'est un super réfractomètre. Je suis tellement d'accord avec Joseph quand il a dit tout à l'heure que l'astigmatisme c'est un deuxième ordre, c'est-à-dire que dans les aberrations, il fait partie des erreurs réfractives et qu'il est beaucoup plus fréquent et il doit être corrigé avant de songer à corriger les aberrations de haut ordre. Et je vous rappelle que l'astigmatisme et le défocus correspondent à 85% des aberrations et que les HOA dont on parle tellement ne correspondent qu'à 15% des aberrations. Une petite mention spéciale pour l'OPD scan qui permet en fait d'avoir une topographie, vous le voyez sur la gauche de l'écran, et aussi une abérométrie en même temps. Ça permet en fait de comparer des images topographiques et abérométriques. Et on va voir tout à l'heure que c'est très utile. 2 fondamentaux. Il ne faut pas confondre l'astigmatisme cornéen et cristallinien. Et puis, il faut avoir une concordance entre les différents axes des différentes machines d'évaluation pour prendre une décision d'utiliser un implant torique. Tout d'abord, pas confondre l'astigmatisme cornéen et cristallinien. Dès qu'il y a une discordance entre la réfraction et la topographie, qu'elle soit avec cyclopégie ou pas, par exemple, une réfraction sphérique ou presque et une
topographie qui montre un cylindre évident, à partir de ce moment-là, il y a une discordance. Voilà une image où vous voyez en haut et à gauche une topographie, une réfracto qui est pratiquement sphérique pure, un myope, et l'analyse topographique montre un cylindre qui est réellement présent. L'OPDScan permet en fait de déduire et de calculer aussi le cylindre interne. Donc là, on se rend compte qu'il y a une discordance complète entre la mesure clinique et puis la topographie. Ensuite, il faut avoir une concordance entre les différents axes des différentes machines. On a des axes qui apparaissent à peu près dans toutes les analyses qu'on a, que ce soit dans l'ULMaster par exemple, ou bien dans la topographie, qu'elle soit placido par élévation, ou bien simplement avec le réfractomètre classique. On doit avoir une concordance d'intensité, d'astigmatisme et d'axe avant de prendre une décision de traiter. Ensuite, je vais vous parler de comment bien repérer l'axe de l'astigmatisme en préopératoire immédiat et en péropératoire. Les principes de base, c'est que les implants toriques doivent être insérés dans l'œil et positionnés avec un axe inférieur à 3 degrés en valeur relative. L'axe cible est déterminé en pré-op et en pré-op immédiat, on marque 0,180 degrés pour l'instant, on va voir tout à l'heure. Et en pér-op, l'axe cible est repéré. Donc vous voyez, les deux mots importants, c'est marquer et repérer. La rotation de l'implant, l'implantation doit être scrupuleuse. La stabilité des implants maintenant est bien connue. À partir du moment où ils sont implantés en respectant un certain nombre de principes de technique, Pierre va l'évoquer tout à l'heure. La rotation d'environ 10 degrés ne permet pas de corriger l'astigmatisme à plus de 35%, et puis une rotation supérieure à 30 degrés ne le corrige pas, voire même induit un astigmatisme, d'où la nécessité d'un alignement scrupuleux. Il faut se rappeler que le patient vit et est exploré en position verticale et qu'il est traité en position horizontale, et ça nous entraîne la notion de cyclotorsion. Cette cyclotorsion, c'est un phénomène particulier. La littérature chez les strabologues nous permet de comprendre que plus l'astigmatisme est important, plus la cyclotorsion initiale est importante. Donc c'est vraiment un point vraiment fondamental. On doit repérer les axes de l'astigmatisme préopératoire et l'analyse du cabinet et en péropératoire, justement pour éviter cette cyclotorsion, c'est-à-dire le 0,180 degrés vertical est parfois différent du 0,180 degrés patient couché, et c'est là où on va l'opérer. Donc le patient est assis et marqué 0,180 en préopératoire immédiat. Vous allez voir une petite vidéo tout à l'heure. On peut, si on a une lampe à fente au bloc, le marquer à main levée, ce qui n'est pas une mauvaise technique du tout. Les analyses ont prouvé que c'était excellent. Ou utiliser un marqueur pendulaire, vous l'avez vu tout à l'heure. On peut aussi utiliser une photo pré-op. On l'utilise dans les implants FAC, toriques, où on peut se repérer sur l'iris. Mais aussi on peut se repérer sur les structures anatomiques paralimbiques, et ça nous permet en fait de pouvoir repérer le 0,180 degrés. Voilà comment on marque le patient en préopératoire immédiat. Après une goutte d'anesthésique, on l'assoit et on lui demande de regarder à l'horizon, tête bien droite, et on peut repérer le 0,180 degrés, soit main levée comme vous le voyez là, ou tout à l'heure, vous allez pouvoir voir un implant pendulaire qui est censé garder l'horizontalité au cours du marquage. Il y a toute une série de marqueurs différents qui sont disponibles. De toute manière, on va être obligé de repérer ça avec un anneau de Mendes ou autre chose en péropératoire pour justement repérer le 0,180 qu'on vient de marquer, vous le voyez maintenant, ici, et qui va de toute manière être varié par la position horizontale du patient. Et donc, pour l'alignement de l'implant torique, dont l'axe va être repéré en péropératoire, on va être obligé de tenir compte de ça. Vous allez voir une petite simulation avec un anneau de Mendes qui repère le 0,180, puis l'axe désiré d'alignement de l'implant torique. Le but, simple, théoriquement, pas aussi simple que ça en pratique, c'est d'aligner les marques de l'implant, comme vous le voyez ici, et les marques qu'on a positionnées en préopératoire et en péropératoire. Le but, c'est d'aligner cet implant pour avoir la meilleure correction d'astigmatisme, avoir réellement la flèche au centre, que ce soit absolument parfait. Et je vais passer la parole à Pierre Lévy qui va vous parler des techniques de chirurgie adaptées à l'implantation torique, justement directement liées à ce que je viens de vous parler.
Bien, merci. Après l'évaluation donc au cabinet et pair opératoire par Michel, je vais vous parler des quelques petits trucs, les clés du succès en matière de technique chirurgicale en ce qui concerne les implants toriques. Donc tout d'abord, l'incision et la micro-incision, bien évidemment. La micro-incision est l'élément essentiel du développement des implants toriques, puisque pour corriger efficacement un astigmatisme, il faut impérativement que la chirurgie ne soit pas stigmatogène. En conclusion, il faut réaliser une micro-incision, qu'elle soit coaxiale par 1,8 ou par 2 mm, 2 ou 2,2. Le seuil de neutralité au point de vue astigmatisme est pratiquement de 2,2 mm, comme cela a été marqué. L'incision doit être, si possible, cornéenne temporale. C'est l'incision qui est certainement la moins astigmatogène, et ça a été prouvé depuis longtemps. Donc si on ne veut pas générer d'astigmatisme en péropératoire, il faut faire une micro-incision temporale. Le rexis sera important. Effectivement, il doit être de taille adaptée à l'optique, de façon à ce que vous voyez en post-opératoire, on a un recouvrement parfait de l'optique par le rexis. Ceci est garant de l'absence de tilt et de décentrement en post-opératoire. Alors, en ce qui concerne la chirurgie elle-même avec l'implantation, vous voyez donc par exemple avec l'implant Acrisof, il est très important d'aller nettoyer le produit visqueux situé derrière l'implant. C'est un élément, si vous ne le faites pas, d'instabilité. C'est un point essentiel. Et ensuite, de positionner l'implant ou de le prépositionner pour certains, sous infusion, ce qui permet d'avoir un sac bien tendu et bien rempli, et ça évite les désinsertions zonulaires qui peuvent survenir avec certains implants, notamment les implants navettes. Donc on positionne ou on prépositionne l'implant sous infusion, et enfin on termine l'alignement, on fait un alignement fin avec une canule de Raycroft par exemple, de façon à avoir, vous voyez, un alignement péropératoire en fin de chirurgie qui soit de bonne qualité. Voilà d'autres exemples d'alignement avec là un Acrisof torique, et voilà. Autre exemple avec un autre implant, c'est l'implant de chez Zeiss. Il s'agit là d'un Acrylisa torique, un petit peu plus difficile à manipuler, mais qui, sous infusion, avec un sac bien ouvert et un crochet cisqué, peut être tout à fait mobilisé. Et enfin, l'implant d'Oculentis, qui est un implant tout à fait original dans la mesure où le TOR est incorporé à l'implant, et l'implant sera toujours positionné, c'est un implant acrylique hydrophile, l'implant sera toujours positionné sur le méridien horizontal. Vous allez voir en fin de chirurgie, donc là on enlève le visqueux sous l'implant, point essentiel. Vous voyez le rexis qui recouvre et l'alignement horizontal de l'implant, puisque le TOR a été incorporé au moment de la fabrication de l'implant. Je vais passer la parole à Michel Pérez, qui va vous parler du futur immédiat, à savoir les aides à l'alignement, puisque l'alignement que je vous ai montré dans mes films est un alignement manuel et que nous allons pouvoir bénéficier dans les mois à venir de solutions automatisées. C'est vrai que ça paraît bien difficile de l'aligner parfaitement bien, donc on était en droit d'aller chercher des solutions d'aide aux chirurgiens. Et la première solution que je vais vous présenter est la solution Callisto, qui est incorporée dans le microscope. Je me dois de vous dire que je suis le papa de cette solution. Ça aide la possibilité de l'implant. Il y a un écran latéral, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par rapport au chirurgien pour l'instant. Et puis, on gèle l'image et vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, on touche le 0,180 degrés et on peut proposer l'axe d'alignement de l'implant. Puis ensuite, on lance le tracker. Je vous montre une vidéo, vous allez mieux comprendre. Il y a un écran à côté du chirurgien et puis on gèle l'image. Une fois que cette image est gelée, l'infirmière touche le 0,180 degrés et l'appareil comprend exactement où va être l'horizontalité. Puis on propose l'axe d'alignement du torique et vous voyez que pendant tout le temps de la chirurgie, il y a un tracker qui va suivre de manière tout à fait compétitive l'œil et tous vos mouvements. Il est indépendant de la pénétration des instruments à l'intérieur du champ, c'est très important. Et ça vous permet, en toute quiétude, de préaligner, de nettoyer le visqueux, comme l'a dit Pierre, c'est très important, puis ensuite d'aligner définitivement l'implant comme vous pouvez le voir. Pendant tout ce temps-là, le limbe a été reconnu, il sert de guide au tracker.
Et l'axe 0,180 degrés que vous soupçonnez, la petite ligne jaune qui est presque horizontale, pas tout à fait, vous le voyez, et puis les 3 lignes bleues qui sont modulables, puisque si vous voulez 3 lignes vertes, vous les aurez, une seule ligne bleue ou une seule ligne jaune, vous l'aurez aussi. Les avantages, c'est que l'écran tactile permet de se faire aider pour ce genre de choses. Le système d'acquisition vidéo est immédiat. La qualité du tracker est vraiment fondamentale. Et puis la détermination simple de l'axe d'implantation, on n'a pas à se poser de questions en se disant est-ce que c'est bien ça? Non, il suffit simplement de programmer l'axe d'alignement de l'implant qui a été pensé en préopératoire et on l'a. Le futur dans ce système de Callisto, c'est sans aucun doute la photo qui va être prise de l'œil du patient en préopératoire au cours de la biométrie avec le Yellmaster. Et ce fichier de photo va être transféré via une clé USB directement dans le microscope qui va permettre en fait de reconnaître d'emblée sans avoir de marquage le 0,180 degrés et d'avoir l'alignement. Voilà ce que ça va donner. Comme vous voyez sur cette vidéo, il n'y a pas de marquage au feutre et en fait l'appareil a reconnu lui-même le 0,180 degrés par rapport à la photo et il a proposé l'axe d'alignement de l'implant qui est donc faisable. En plus, il va y avoir à l'intérieur du microscope et non pas sur un écran une possibilité de customiser la taille du rexis. J'insiste lourdement sur ce qu'a dit Joseph et Pierre sur la nécessité d'avoir un 360 degrés recouvrant et pour empêcher les phénomènes de tilt qui sont générateurs de mauvais résultats. Et là, vous voyez un des prototypes avec un tracker. Et je vous montre ces images simplement pour vous montrer qu'on est capable de faire à peu près tout ce qu'on veut en ce qui concerne marquage, des lignes pointillées, des lignes pas pointillées, vertes, bleues, rouges, comme vous voulez. D'autres systèmes existent, bien sûr. Il y a le système SG de CMI. C'est un système avec une projection dans le microscope également et qui permet en fait de repérer l'axe d'alignement de l'astigmatisme. C'est encore du futur. Et puis, je ne peux pas ne pas noter l'Orange WaveTech Vision qui est un aberromètre péropératoire qui permet en fait de mesurer la réfraction pérope et qui permet de recommander l'axe idéal du placement de l'implant torique. C'est en voie d'expérimentation, c'est le futur, c'est pour ça que je vous en parle actuellement. Voilà, et je vais repasser la parole à Pierre Lévy qui va vous parler des indications raisonnées des implants toriques. Merci. Donc, je vous parle des indications, on pourra en discuter tout à l'heure. Je crois que le professeur Collin a des images à nous montrer aussi sur des cas très particuliers de kératocone qui peuvent être intéressants. Donc les buts de la chirurgie de l'astigmatisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien évidemment le premier, c'est la recherche de l'hémétropie, la diminution de la dépendance à une correction optique, mais ça n'est pas le seul but. Parfois aussi, il faut simplement diminuer un astigmatisme cornéen préopératoire pour améliorer le confort visuel, dans un kératocone par exemple, ou pour traiter une anisométropie. Faut-il corriger tous les astigmatismes préopératoires? Eh bien non. Certains astigmatismes méritent d'être respectés. Déjà, quand il y a une absence de reproductibilité au niveau des différents examens, comme vous l'a dit tout à l'heure Michel Pérez, quand on a des axes qui sont très variables, souvent du fait d'un problème de larmes ou de pathologie de surface cornéenne, et qu'on n'a pas de reproductibilité, il ne faut pas mettre d'implant torique. En cas de chirurgie unilatérale, bien évidemment, si l'œil adelphe qui ne sera pas opéré présente un astigmatisme relativement important, il ne faut pas créer d'anisométropie. Enfin, quelque chose que nous connaissons tous, c'est en cas d'implantation monofocale, il faut savoir que l'astigmatisme inverse faible aide à la vision de près et à la profondeur de champ sans correction. Cela participe au phénomène de pseudo-accommodation. Ça a encore été montré en 2006 dans une communication dans le journal JCRS. Et enfin, les astigmatismes irréguliers méritent souvent de ne pas être traités ou en tout cas méritent une analyse cas par cas. Alors, quelles sont les indications en cas d'astigmatisme régulier symétrique dans le cadre d'un implant monofocal? Ce sont des avis personnels. Dans le cas d'un astigmatisme inférieur à 0,75 dioptrie, personnellement, quand je veux m'approcher de l'hémétropie, je réalise une incision sur le méridien cambré ou si le site n'est pas facilement accessible, par exemple, si le méridien cambré se situe en alzale supérieure alors que mes habitudes de chirurgie sont plutôt de réaliser une incision cornéenne temporale, je réaliserai plutôt une incision limbique relaxante associée à une incision cornéenne temporale de phacoemulsification comme j'en ai l'habitude.
Entre 0,75 dioptrie et 1,25, je dirais que toutes les techniques sont bonnes, que ce soit l'implant torique, l'incision limbique relaxante telle qu'on la pratique aujourd'hui, et certainement encore plus dans le futur, ou l'incision élargie sur le méridien cambré, sachant que l'incision élargie nous fait quand même perdre un petit peu les avantages de la micro-incision et de l'auto-étanchéité. Notre choix va dépendre de différents facteurs qui peuvent être le siège du méridien cambré et nos habitudes chirurgicales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Éventuellement un facteur financier, puisque l'implant torique est actuellement un implant qui nécessite un surcoût. Et personnellement, j'ai tendance, alors que j'ai fait beaucoup d'incisions limbiques relaxantes, à préférer aujourd'hui les implants toriques. Je trouve qu'en post-opératoire, ils sont plus faciles à gérer. On a plus facilement des petites douleurs du fait des incisions cornéennes avec des incisions limbiques relaxantes. Et je trouve que la reproductibilité dans mes mains est un petit peu supérieure avec les implants toriques. Au-delà de 1,50 dioptrie, je réalise toujours une implantation avec un implant torique, sauf en cas de facteur financier pénalisant pour le patient. Dans ce cas-là, je peux lui proposer de réaliser une incision limbique relaxante pour diminuer ou annuler un astigmatisme cornéen préopératoire. En cas d'astigmatisme régulier symétrique, mais cette fois-ci dans les implants multifocaux, je vous ai montré là, je vous ai cité une communication encore récente en 2010 qui montre qu'on a une nécessité absolue pour un résultat optimal d'avoir une correction la plus parfaite de l'astigmatisme cornéen préopératoire. Plus l'astigmatisme post-opératoire sera faible, meilleur sera le résultat avec un implant multifocal. Dans ces conditions, pour un astigmatisme inférieur à 0,75 dioptrie, j'aurais tendance à réaliser une incision cornéenne pour essayer de l'annuler sur le méridien cambré ou une incision limbique relaxante si le méridien cambré est peu accessible. Et au-delà ou à partir de 0,75 dioptrie, dans tous les cas, je mets un implant multifocal torique. Je préfère la reproductibilité et le résultat que j'obtiens avec un implant multifocal torique qu'une incision limbique relaxante dont on sait que les facteurs cicatriciels et régressifs peuvent éventuellement pénaliser le résultat. Une indication particulière, l'astigmatisme régulier cette fois-ci, mais asymétrique. Vous voyez à gauche un exemple d'astigmatisme faible que l'on va traiter avec une incision élargie sur le méridien cambré ou alors par une incision limbique relaxante. Et à droite, un astigmatisme plus important. Dans ce cas-là, on pourra le corriger avec un implant torique et associer une incision limbique relaxante sur la partie supérieure de la cornée de façon à symétriser ou à nous approcher d'une symétrisation de l'astigmatisme résiduel. Quelques indications particulières que sont les astigmatismes irréguliers et qui posent problème, débat et pour lesquels on doit faire vraiment une analyse cas par cas. Donc le but de la chirurgie dans l'astigmatisme irrégulier, c'est améliorer le confort visuel, permettre éventuellement une correction de lunettes ou lentilles plus confortable quand cela n'est plus le cas. L'astigmatisme irrégulier, c'est une affaire de cas particulier qui va mériter une analyse exhaustive. On va avoir un double problème dans le cadre d'une chirurgie du cristallin. Le premier, c'est celui de la précision biométrique au niveau de la sphère. Et le deuxième, va-t-on ou non prendre en charge l'astigmatisme préopératoire ? Là encore, je vous cite de nombreuses études tout à fait récentes qui datent pour la plupart de 2010. On a de nombreuses publications qui montrent l'efficacité des implants FAC et AFAC dans la prise en charge chirurgicale de l'astigmatisme irrégulier, que ce soit dans le cadre du kératocone, en post-greffe, en post-kératotomie radiaire et même un article sur la dégénérescence pellucide. Il y a des règles générales en ce qui concerne l'astigmatisme irrégulier. À mon avis, pas d'implant torique si la pathologie n'est pas stabilisée, d'où l'intérêt éventuel des Intacs, des anneaux cornéens et du crosslinking. Les implants toriques sont envisageables à condition que l'irrégularité ne soit pas majeure et à condition que la symétrie soit modérée, car une asymétrie très importante est responsable va générer des aberrations optiques d'ordre élevé et sera extrêmement délétère. C'est très difficile d'apprécier l'irrégularité cornéenne, mais il faut essayer de le faire en faisant une analyse abérométrique cornéenne. Et vous savez qu'il existe maintenant des abéromètres purement cornéens. On arrive à soustraire les aberrations optiques au niveau cornéen. Il faut comparer l'acuité visuelle à l'état du cristallin. Un bon test aussi, si c'est possible, c'est de comparer l'acuité visuelle lunette à celle obtenue avec une lentille dure. Et enfin, savoir que si le patient supporte des lentilles rigides, on peut opter pour ne pas corriger l'astigmatisme de première intention. Ne pas surcorriger l'astigmatisme, le but n'est pas l'hémétropie, le but c'est d'essayer de rendre nos patients plus confortables et adaptables avec une lentille ou avec des lunettes.
Alors, quelques exemples en cas de kératocone. L'implant torique va donner des meilleurs résultats si le kératocone est plutôt central, ou en tout cas ne donne pas un astigmatisme totalement asymétrique. Vous voyez ici un exemple de kératocone central sur la gauche et de kératocone relativement symétrique au niveau de à droite. Là, par contre, vous voyez des images de kératocone qui génèrent un astigmatisme extrêmement asymétrique, très irrégulier, et qu'il sera, à mon avis, très difficile de corriger de première intention avec un implant torique. La dégénérescence marginale pellucide, c'est une affection très rare. La déformation est extrêmement périphérique. Il y a des publications qui ont montré que les implants toriques étaient envisageables dans certains cas. Il faut être extrêmement prudent. Il s'agit d'une maladie évolutive qui peut aboutir vers une greffe de cornée. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un implant torique, une greffe de cornée. Le ménage n'est pas forcément tout à fait agréable. Dans le cadre de la greffe de cornée, là, les résultats sont excellents. Beaucoup de publications montrent qu'on obtient de très bons résultats dans les astigmatismes post-greffe. Les stratégies de traitement dans les cas favorables, implant torique dans le cas favorable, on a une option qui est possible, mettre un implant monofocal dans le sac, et ensuite, secondairement, mettre un implant dans le sulcus, faire un piggyback torique, qui aura l'avantage de corriger l'amétropie sphérique résiduelle que l'on risque d'avoir du fait de l'imprécision de la biométrie, car les calculs d'implants sont extrêmement difficiles dans les cornées irrégulières, et en plus, on pourra corriger l'astigmatisme résiduel. Il faudra toujours prévenir le patient d'un repositionnement possible ou d'une explantation-réimplantation secondaire. Dans les cas défavorables, ma stratégie, c'est soit pas de traitement de l'astigmatisme, soit essayer de diminuer l'astigmatisme par des anneaux intracornéens associés éventuellement du cross-linking, et si on a une évolution favorable, éventuellement un implant torique secondaire. Je vais passer maintenant la parole à Cathy El-Bouganem qui va nous parler de la correction des astigmatismes résiduels après la chirurgie de cataracte. Juste un tout petit mot avant qu'on passe la parole à Cathy. On a déjà reçu pas mal de questions de votre part, chers amis, donc n'hésitez pas, nous avons encore de la place pour quelques questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer par email les questions qui ne manquent pas d'apparaître après ces topos tout à fait passionnants. Cathy. Merci. Je vais donc, avec ma voix un peu cassée, je m'en excuse, vous parler de la chirurgie des astigmatismes lorsque malheureusement on n'a pas utilisé toutes les techniques qui ont été vues préalablement et qu'il reste un astigmatisme après la chirurgie et que le patient veut s'en débarrasser. On a vu tout à l'heure que la chirurgie de la cataracte était rentrée dans l'ère de la chirurgie réfractive et à l'heure actuelle, vu le nombre de patients astigmates, il devient ridicule de ne pas proposer une chirurgie de l'astigmatisme alors qu'on met des implants asphériques ou multifocaux pour se rapprocher le plus possible de l'hémétropie. En effet, lorsqu'il n'existe pas un astigmatisme réduit à zéro, on a à l'heure actuelle des possibilités de corriger en post-opératoire ces astigmatismes résiduels. Si un implant torique a été placé, il faudra vérifier l'axe et repositionner ou changer l'implant s'il y a eu une erreur de calcul ou si l'implant a été mal positionné. On peut également proposer des chirurgies incisionnelles si on a un petit peu abandonné les T-cuts ou les incisions profondes. Les incisions limbiques relaxantes ont leur intérêt, on l'a vu, et à l'heure actuelle, il y a une recrudescence de l'indication du femtoseconde qui reprend un intérêt tout à fait particulier par sa prédictibilité et sa précision. Enfin, on sait les résultats tout à fait exceptionnels obtenus par le laser excimer à l'heure actuelle, que ce soit en PKR ou encore mieux en LASIK. Mais on l'a vu bien évidemment, la technique de choix reste de corriger l'astigmatisme par les implants toriques. Bien évidemment, il y a à ce moment-là un surcoût. Alors lorsqu'on a placé un implant torique et qu'il existe un astigmatisme résiduel, on peut à l'heure actuelle, avec les outils de mesure dont on dispose, vérifier justement si l'on a fait une erreur de calcul ou bien contrôler si l'astigmatisme en fait était à la fois cornéen et cristallinien et qu'on a pris en compte simplement l'astigmatisme cornéen. À ce moment-là, il y aura une erreur de calcul et il faudra éventuellement changer l'implant. En cas de positionnement erroné, avec une erreur d'axe, on peut tout à fait repositionner l'implant très facilement le premier jour. Mais par contre, ça peut être un petit peu plus délicat à distance et je vais vous montrer une vidéo, j'espère qu'elle va passer. Pierre, il faudra peut-être mettre un petit clic. Donc, que m'a passé Étienne Haché et qui est tout à fait intéressante parce que c'est une reprise très à distance. On voit que le sac est totalement fibrosé, l'implant est légèrement décentré et en plus, l'astigmatisme n'est pas du tout
celui qui a été calculé sur l'implant, à moins qu'il y ait eu un déplacement secondaire, ce qui est quand même, à l'heure actuelle, relativement rare avec ces implants toriques qui bougent extrêmement peu dans le sac, à moins d'avoir négligé le lavage du visqueux derrière l'optique. Donc là, avec l'aide du viscoélastique, on va libérer les adhérences qui se font autour de l'optique et des aptiques, et très progressivement, on va pouvoir mobiliser et déplacer cet implant pour le repositionner et le mettre dans le bon axe, qui, vous l'avez vu, est à peu près à 90 degrés de ce qui avait été placé initialement. Donc il faut être extrêmement délicat, aller tout doucement pour libérer les aptiques qui sont insérées dans la fibrose du sac capsulaire, mais ça peut se faire tout à fait manuellement et tout à fait avec performance. Et à ce moment-là, on fait une rotation de l'implant qui peut se retrouver dans le bon axe. Alors venons-en maintenant aux incisions limbiques relaxantes qui ont été très utilisées avant qu'on utilise maintenant de manière beaucoup plus courante les implants toriques. Pierre en a parlé tout à l'heure. L'avantage de ces incisions limbiques relaxantes, c'est qu'elles sont tout à fait indépendantes du diamètre pupillaire, qu'il n'existe pas de décentrement, on est tout à fait au limbe. Elles sont moins dépendantes de la pachymétrie cornéenne, mais on l'a vu, elles trouvent tout leur intérêt lorsqu'il existe un astigmatisme inférieur à 2 dioptries. Il faut savoir que leur effet va augmenter cependant si l'âge est plus élevé et si l'astigmatisme est conforme à la règle. Alors il y a bien évidemment des nomogrammes, celui de Nishamine ou celui de Gilles, avec une sortie de lame qui doit se faire à 95% de l'épaisseur cornéenne in situ. Il existe à l'heure actuelle des couteaux précalibrés à 600 microns de sortie de lame, ce qui peut faciliter la technique. Bien évidemment, c'est la longueur des incisions qui fera varier la correction de l'astigmatisme. Donc vous avez en dessous le nomogramme de Nishamine avec quelques exemples de correction adaptées. Voilà un exemple donc de chirurgie de l'astigmatisme, des incisions limbiques relaxantes qui a été fait par Pierre Lévy. Donc les incisions on n'avait pas à l'époque le calisto, mais les incisions sont faites donc avec un couteau d'amont qui est sorti à 90% de l'épaisseur in situ sur des marques donc, qui déterminent le point de départ et le point d'arrivée en fonction bien évidemment de la longueur de l'arc que l'on aura décidé d'adapter. Plus l'arc est important, bien évidemment, plus vous allez corriger de dioptrie. Mais ça reste quand même tout à fait limité, on l'a vu. Lavage des incisions, bien évidemment, comme les incisions radiaires, avant la fin de l'intervention. Alors, les incisions avec le laser femtoseconde vont bien évidemment être remises au couche du jour par leur précision, leur prédictibilité. C'est extrêmement reproductible. Et lorsqu'on fait la bibliographie à l'heure actuelle, vous avez à peu près une dizaine de publications sur les incisions arciformes avec le femtoseconde, qui sont notamment utilisées d'ailleurs, il faut le signaler, dans les greffes de cornée, mais qui sont bien évidemment également utilisables pour les chirurgies de l'astigmatisme sans greffe. Ces incisions arciformes avec le femtoseconde c'est exactement la même chose que ce que vous faites lorsque vous faites une greffe de cornée. D'ailleurs, vous utilisez le protocole greffe avec des intérieurs side cut et vous allez avoir une extrême précision au degré près du point de départ de l'incision arciforme, de la fin. Vous pouvez bien évidemment traiter des astigmatismes irréguliers avec des incisions arciformes qui n'auront pas la même longueur d'arc en supérieur et en inférieur, le tout avec une précision, puisqu'on le sait, le femtoseconde donne une précision tout à fait remarquable dans la profondeur et dans le design que vous avez décidé d'adapter. À l'heure actuelle, c'est le nomogramme de Lindstrom qui revient au goût du jour avec les incisions au femtoseconde. Ces incisions prennent tout leur intérêt lorsque vous avez un équivalent sphérique égal à 0, puisque vous avez quand même un effet de coupe, puisqu'on revient à ce moment-là au niveau de la cornée. Bien évidemment, c'est un surcoût qu'il faudra intégrer au prix et proposer aux patients, tout comme d'ailleurs le laser eximeur, qui est une chirurgie tout à fait intéressante, que ce soit en chirurgie de surface ou en LASIK. Il faut dire que le LASIK corrige quand même de manière beaucoup plus efficace les astigmatismes, mais on peut proposer éventuellement une chirurgie de surface pour des astigmatismes tout à fait modérés. En surface, vous pourrez faire des corrections de l'astigmatisme 3 mois avant
3 mois après la chirurgie de la cataracte. Par contre, si vous décidez de faire un LASIK, il faudra attendre au moins 6 mois pour ne pas risquer d'ouvrir des incisions, même s'ils sont microscopiques et de toute petite taille. L'avantage, c'est que vous pouvez dans le même temps corriger une faible amétropie résiduelle ou plus importante si elle existe. Vous pouvez corriger des astigmatismes très importants puisque le LASIK nous permet à l'heure actuelle de corriger des astigmatismes qui vont jusqu'à 6 dioptries avec une précision qui est tout à fait impressionnante. Et comme je vous l'ai dit, vous avez une prédictibilité. La chirurgie est tout à fait superposable à celle que vous faites en chirurgie de première intention et les résultats sont tout à fait calqués. On peut avoir, il faut le mentionner, parfois une petite difficulté avec le centrage, et l'eye tracker n'est pas toujours facilement pris parce qu'il y a un reflet sur l'implant, mais tout ça c'est tout à fait anecdotique et avec un petit peu de temps on y arrive très bien et comme je vous l'ai dit on est tout à fait efficace avec ces chirurgies. Bien évidemment là aussi il y a un surcoût et puis il faudra faire patienter le patient pour que l'incision de la chirurgie de la cataracte soit tout à fait coaptée. Mais bien évidemment, on a aussi à notre disposition les implants toriques, non plus les implants toriques que l'on va mettre dans le sac capsulaire, mais des implants toriques que l'on va mettre en piggyback, c'est-à-dire devant le sac capsulaire. Et ces implants ont été tout à fait adaptés avec une forme tout à fait particulière, on va le voir. Et là également, on a une précision et une prédictibilité qui est tout à fait intéressante. C'est toutes des techniques qui sont très intéressantes, mais là également, il y aura un surcoût. Là aussi, vous allez pouvoir corriger des amétropies résiduelles associées à un astigmatisme si vous le souhaitez. Donc ces implants ont en commun à l'heure actuelle un design spécifique adapté au sulcus. Ils ont une large optique qui évite les captures iriennes avec des longueurs des aptiques tout à fait adaptées. Et ils ont une face postérieure concave pour éviter tout contact avec l'implant dans le sac. Et les aptiques en plus sont ondulées pour augmenter la stabilité. Lorsqu'on met un implant torique, bien évidemment, c'est tout à fait capital. Nous avons plusieurs implants à l'heure actuelle à notre disposition et qui ont ces designs particuliers et que l'on peut placer donc en implant piggyback. On a ces implants add-on qui sont distribués par Human Optics, qui sont des implants en silicone avec, comme je vous l'ai dit, un design spécifique, des optiques très larges de 7 mm et des longueurs ortho qui font 14 mm. Face postérieure concave là aussi, comme vous le voyez, pour rester à distance de l'implant qui a été placé dans le sac, et des ondulations des aptiques pour éviter toute rotation secondaire de l'implant. Ces implants permettent de corriger des astigmatismes allant jusqu'à 6 dioptries. Ils bénéficient également d'une commande en ligne. Vous avez toujours, avec ces implants toriques, la possibilité de commander ces implants par le site internet et les calculs se font ensuite par la firme. Voilà cet implant torique qui est relativement large. Il faut un petit peu élargir l'incision, donc il faudra également prendre en compte l'élargissement de l'incision pour calculer les implants. Voilà un exemple d'implant torique. Je ne sais pas si on voit parfaitement bien, mais là il y a une superposition des aptiques qui ont été mises dans le sac et puis de l'implant torique qui est mis dans le sulcus et on voit le point de départ des aptiques. Donc ces implants toriques donnent des résultats tout à fait intéressants. Il y a plusieurs publications concernant l'efficacité et la stabilité du résultat puisque ces implants toriques peuvent aussi corriger des astigmatismes tout à fait importants. On voit aussi des 14 dioptries, 10 dioptries sur la colonne de gauche, le plus souvent après des greffes bien évidemment, mais on a des résultats très intéressants également dans ces cas. Un autre implant torique, c'est l'implant qui est distribué par Rainer. C'est un acrylique lithophile cette fois-ci avec une optique extrêmement large, 8,5 et une longueur ortho de 15,5 mm avec des puissances pouvant aller de plus 2 à moins 2 avec une coloration cylindrique allant jusqu'à 6 dioptries. L'incision là aussi doit être élargie à 2,8 mm. La commande se fait également par le site internet. Alors les indications, lorsqu'il existe un astigmatisme faible ou modéré ou si l'équivalent sphérique est égal à 0, on pourra faire des incisions manuelles, limbiques, on a une précision qui est tout à fait moindre, mais par contre, lorsque on utilise le femtosecond, bien évidemment, on augmente la précision et la reproductibilité, et là, en cas d'équivalent sphérique à 0, c'est tout à fait intéressant. Les indications du laser excimer lorsque l'astigmatisme est plus important ou qu'il existe une amétropie résiduelle à corriger. Les indications toriques trouvent les mêmes indications que celles du laser et l'on peut les proposer lorsqu'on n'a pas accès à un laser ou lorsque, pour le patient, cela risque d'être compliqué. Bien évidemment,
La correction de l'astigmatisme, elle est à l'heure actuelle préventive, avec l'avantage de ces implants toriques qui sont d'une précision et d'une reproductibilité remarquables. On a à l'heure actuelle sur le marché de très nombreux implants à notre disposition. On l'a vu, on a des outils qui nous permettent de repérer de manière très précise l'axe 0,180 pour placer ensuite l'implant sur le bon axe. Et puis, avec le Callisto, par exemple, on peut repérer et placer le cylindre de l'implant sur un axe calculé au degré près. Alors, il faut parler également de l'implant ajustable que l'on peut citer, car en cas de doute du résultat, on peut utiliser cet implant qui nous permet à l'heure actuelle de corriger des astigmatismes modérés. La gestion de l'astigmatisme coronaire est donc aujourd'hui possible pour améliorer les résultats de la chirurgie de la cataracte, puisqu'on veut proposer une indépendance au verre correcteur à nos patients. Les techniques sont, on l'a vu, très efficaces, peu traumatisantes, et certaines amétropies justifient réellement la réintervention. Simplement, le traitement reste préventif. Je vous remercie. Merci Cathy. J'ai la même voix que Cathy, c'est une pathologie contagieuse. Donc, merci pour vos excellentes présentations qui nous ont apporté sûrement une grande partie des clés de la réussite de la gestion de l'astigmatisme. Néanmoins, certaines clés ne sont pas tout à fait parfaitement élucidées parce que nous avons reçu beaucoup de questions de la part de vous autres internautes, chers amis. Et donc, je vais les prendre un petit peu dans l'ordre ou dans le désordre. Pour Pierre, d'abord, pour Pierre. On a vu que le marché théorique des implants toriques, des implants premium en général, les implants toriques était à peu près de 40% en chirurgie de la cataracte aujourd'hui. Or, il y a à peu près 4% d'implants toriques qui sont posés à ce jour. Quels sont vraiment les écueils, puisque du point de vue chirurgical, il n'y a pas de grande révolution technologique. Quels sont les écueils qui font qu'en France aujourd'hui, il n'y a que 4% des patients qui bénéficient d'un implant torique, alors que 40% d'entre eux pourraient être améliorés par un implant moderne? Bien, effectivement, les implants premium et les implants toriques en particulier sont sous-exploités en France. Je pense qu'il y a peut-être un manque d'information de notre part. Il y a certainement... Information de qui? Des patients, des médecins, des chirurgiens, de qui? Probablement un manque d'information des médecins qui pensent encore que c'est une chirurgie qui est compliquée et extrêmement, on va dire, qui prend extrêmement beaucoup de temps. Je pense qu'il faut expliquer à nos confrères que c'est une chirurgie qui est devenue une chirurgie pratiquement de routine chez ceux qui en font régulièrement. À partir du moment où on est bien organisé dans son bloc opératoire, je crois que c'est un facteur très important. Je pense qu'il faut que les gens se déplacent plus souvent dans les blocs opératoires et se rendent compte qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut facilement intégrer dans sa pratique quotidienne. Voilà, parce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation qu'il y avait quand même aujourd'hui un vaste choix d'implants toriques qui permettait de corriger à beaucoup de dioptries. Donc c'est quand même très intéressant de voir que pour l'instant, le mouvement ne suit pas. Effectivement, il ne suit pas. Je pense que c'est certainement aussi le côté temps, l'exploration préopératoire qui est beaucoup plus rigoureuse et qui prend plus de temps. Comme l'a dit Michel, il faut être sûr que l'axe d'astigmatisme soit reproductible sur les différents examens avant de proposer un implant torique. Faire une topographie sont des choses qu'on ne fait pas systématiquement dans une consultation lambda. Et effectivement, je pense que ça demande une organisation, à la fois une organisation au sein d'un cabinet et une organisation au bloc opératoire, mais ce sont des freins qui ne sont pas insurmontables, loin de là, je pense. Alors le problème financier, une question vous a été posée. Les implants monofocaux sont remboursés, que le patient ait une myopie de -2 ou de -15 dioptries, comme on corrige lors de la chirurgie de la cataracte. Et donc l'astigmatisme, la correction de l'astigmatisme n'est pas remboursée par la caisse d'assurance maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait s'améliorer dans le futur? Pourquoi on rembourse un myope opéré et pas un astigmate? Est-ce qu'il y a des négociations avec les pouvoirs publics pour essayer d'harmoniser la quête de l'hémétropie que tout sujet actuellement essaye d'obtenir lorsqu'il se fait opérer de la cataracte? Je crois savoir que certains laboratoires sont en train de mener les études pour essayer de prouver que le coût de la prise en charge d'un patient
par l'assurance sociale de lunettes et d'implants de lunettes et de correction d'astigmatisme est plus important que le serait la prise en charge chirurgicale de cet astigmatisme. Et il est fort probable que, effectivement, les implants, il y a 20 ans, n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Il est fort probable que dans les années à venir ou dans les mois à venir, on ait certainement une prise en charge de l'astigmatisme. Bon, ben, voilà une notion qui devrait peut-être favoriser aussi l'augmentation du volume des implants toriques, qu'il est tout à fait logique d'utiliser aujourd'hui. Les prédictions à 5 ans montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de multifocaux que de toriques. Dans 5 ans, il y aurait, d'après les prédictions du marché, beaucoup plus de toriques que de multifocaux. Parce que je pense qu'il y aura sûrement un intérêt pour les chirurgiens à suivre ce mouvement, hein. Alors, le bilan, une question concernant le bilan, Michel, donc un bilan qui nous a semblé très complexe dans l'exposé de ce soir, qui fait peur un petit peu, parce que, bon, quel est le bilan minima préopératoire que l'on doit faire quand on décide de mettre un implant torique, pardon, hein. J'ai bien compris la première question et les blocages, je pense que c'est comme la première fois qu'on a touché à l'informatique, c'est chronophage. Et ça nécessite un petit temps d'adaptation. Puis ensuite, ça roule tout seul et ça donne des services qui sont précieux. Je pense que, en plus d'un bilan, on va dire, classique pour une chirurgie de cataracte, je pense qu'il faut simplement une topographie cornéenne et prendre un peu de temps pour comparer les axes et avoir une corrélation entre l'ensemble de toutes les données. Point. Rien de plus difficile. Très simple. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire une topographie en élévation, une topographie placée, peu importe, en avoir une. Avoir un Yolmaster, avoir un biomètre, avoir l'axe de la réfraction, ça on a. L'axe du kératomètre, on a tous. Donc en fait, on a ça. On a déjà des monofocales ordinaires, donc qu'est-ce qu'il y a de plus à demander ? La topographie, parce que je pense qu'on ne peut pas poser des toriques sans une topographie, ça c'est un. Et puis deux, un petit peu de temps pour colliger l'ensemble de toutes les données et réfléchir un tout petit peu pour savoir. Et puis faire les simulations avec les logiciels online pour savoir si oui ou non c'est une indication de torique. Parce que peut-être que le patient qu'on a envisagé, la simulation va vous dire pas besoin de mettre un implant torique. Mais par contre, l'astigmatisme chirurgical, parce que peut annuler ça. Et puis si on a une simulation qui dit effectivement il y a bien 3 dioptries d'astigmatisme cornéen, je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour analyser le truc et poser un implant torique. D'accord. Non, mais le message que je voulais faire passer, c'est ta présentation était un petit peu technologiquement complexe. Or, en pratique, lorsqu'on décide de mettre un implant torique, il n'y a pas une démarche technologique et intellectuelle majeure. Absolument. Par rapport à ce qu'on fait en routine. Absolument. Je me devais d'avoir l'éventail exhaustif de tout ce qu'on avait comme possibilité, mais je viens d'évoquer le fait que pour poser un implant torique, la démarche intellectuelle et matérielle est relativement faible. Et je pense qu'il est logique de voir une expansion importante des implants toriques parce que, contrairement aux multifocaux, ils n'ont pas la contre-indication maculaire. Et donc, forcément, on va se retrouver avec une indication d'implant torique qui va être beaucoup plus importante dans le futur, tout simplement parce qu'on ne va pas avoir la limitation qu'ont les multifocaux. Il faut juste consacrer un petit peu de temps et un petit peu d'énergie à l'analyse du patient et prendre la décision de mettre ou de ne pas mettre un torique. Pour nous, dans le service, le message fort pour l'équipe, c'est différencier un astigmatisme cornéen et interne. Absolument. Je crois que c'est ça le b.a.-ba. Hein. Si l'astigmatisme est interne, c'est peut-être pas la peine d'aller le reproduire pour un implant torique. Donc, à mon avis, ça, c'est le message numéro 1. C'est l'astigmatisme est cornéen, je peux mettre un torique. L'astigmatisme est interne, et l'astigmatisme cornéen n'existe pas. Là, c'est vigilance, il ne faut pas aller l'implanter. D'autres questions, les amis. Un patient a un astigmatisme de 3 dioptries, il a 70 ans, il vient se faire opérer de la cataracte, il est habitué depuis qu'il a 5 ans de sa vie, donc 65 ans d'astigmatisme, parce qu'il a une plasticité cérébrale qui va faire qu'il va bien tolérer son implant torique alors qu'il est astigmate depuis 65 ans.
Je dirais qu'il aura la même plasticité qu'il a à supporter ses lunettes qui corrigent ses 3 dioptries d'astigmatisme. C'est une question, je vous la pose. Hein. On connaît la plasticité cérébrale qui va favoriser ou pas la tolérance d'un implant multifocal. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein? Il y a beaucoup moins de problèmes avec les implants toriques. Il y a beaucoup moins de problèmes, fort heureusement. Je pense que la qualité de vision qu'il va obtenir avec la correction d'astigmatisme sera de toute manière égale ou supérieure à la qualité de vision qu'il a avec la correction lunettes, clairement. L'écueil peut-être la surcorrection. Je pense qu'il ne faut pas changer l'axe d'astigmatisme d'un patient, le passer d'un confort à un inverse serait peut-être mal vécu effectivement d'un point de vue qualitatif. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors, on n'en a pas une grande série, mais nous, comme d'autres, on a eu plusieurs cas d'amblyopie relative avec astigmatisme qui, lorsqu'on les opérait de la cataracte avec un implant torique, gagnaient des lignes par rapport à la meilleure acuité visuelle qu'ils avaient à 50 ans, par exemple. Donc, il y a probablement un phénomène d'amplification visuelle qui fait que ça vaut le coup. Hein, ça vaut le coup. Qualité de vision. D'autres questions dans l'ordre, dans le désordre. Messieurs, madame, quel est le nombre de degrés de rotation en post-opératoire en moyenne que vous avez sur vos implants toriques et quel est votre maximum de rotation observé? C'est une bonne question. Mais... Pierre, par exemple. Quelle est votre moyenne? Vous avez décidé de mettre un implant sur l'axe 45 degrés. Bon, est-ce qu'en post-op, vous avez une variabilité dans l'axe de vos implants? Je pense qu'on et comment les mesurer? Je pense qu'on a plus de variabilité au moment de la pose du repérage des méridiens horizontaux, par exemple, actuellement, et les erreurs qu'on peut faire au moment du marquage, et donc les erreurs qu'on va faire au niveau du positionnement, que réellement de risque de rotation important. Personnellement, très honnêtement, je ne mesure jamais la rotation post-opératoire d'un implant, sauf en cas de mauvais résultat et d'astigmatisme résiduel post-opératoire, où je vais dilater mon patient et je vais regarder si effectivement l'implant a été mis sur le bon méridien ou si effectivement il y a eu un mouvement, ou en tout cas s'il est placé sur le mauvais méridien. Mais s'il est placé sur le mauvais méridien, est-ce qu'il a été mal placé en paire-opératoire ou est-ce qu'il s'est mobilisé? Donc personnellement, il faudrait faire des photos paire-opératoire et des photos immédiatement post-opératoires pour prouver que c'est une rotation. Je pense que beaucoup de ces problèmes... Rotation, le terme de la question n'est peut-être pas très bon, c'est l'implant était prévu à 45 degrés et en moyenne, dans votre expérience, il sera situé sur quel méridien? Je dirais qu'on est à 10 degrés près. Globalement, on est à 10 degrés près. C'est assez fréquent d'avoir des astigmatismes résiduels de l'ordre de 0,50, 0,75. Je dirais même que de façon un peu paradoxale, mais quand même compréhensible, plus l'astigmatisme initial est fort et moins on a d'astigmatisme résiduel post-opératoire. Il est plus facile de corriger un astigmatisme de 4 dioptries ou de 3 dioptries que de corriger un astigmatisme de 0,75 qui nécessite une précision absolue qu'on n'en a pas forcément aujourd'hui. Mais je pense que, comme l'a dit Michel, avec les nouveaux instruments, on aura la possibilité d'avoir une précision qui sera supérieure. Et je pense que ça va être justement le développement des implants toriques, l'augmentation du nombre d'implants toriques, puisqu'il y avait une question à ce sujet-là tout à l'heure, va être largement favorisée par ces nouvelles technologies. Tout à fait d'accord. Les études ont prouvé que les implants, une fois qu'ils sont mis dans le sac, ils bougent relativement peu. C'est-à-dire que la variation d'angle entre J3 et J3 mois, elle est pratiquement infime. Donc en fait, l'astuce, la difficulté, elle est de le mettre dans l'axe. Et c'est ça toute la difficulté, donc humilité de notre part, et puis aide justement à l'alignement avec ces nouvelles technologies qui nous permettent justement de lober ce problème et d'être un petit peu plus efficace en respectant, comme l'a dit Pierre, les techniques chirurgicales, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire d'enlever complètement le visqueux sous l'implant juste avant l'alignement définitif, parce qu'autrement on se retrouve avec un implant qui surfe volontiers, et là par contre on peut avoir une rotation assez importante. Je vous ai entendu dire que ça pouvait tourner de 10 degrés par rapport à l'axe prévu, c'est ça? Tourner ou positionner à 10 degrés. Voilà. Le terme est encore mauvais, pardon, que l'implant peut être positionné à plus ou moins 10 degrés de l'axe prévu. Probablement, moi je pense que c'est effectivement 10 degrés de l'axe prévu, par l'analyse vectorielle, ça fait quand même un effet réfractif nettement diminué, puisqu'on sait que 15 degrés, ça donne 50% de correction astigmatique. À partir de quel moment vous déclenchez votre plan alerte? Alerte, je dois le changer. Je dois le tourner, pardon.
Moi, je le déclencherais si jamais, d'abord, il y avait un inconfort du patient. C'est-à-dire que Ouais. si malgré tout, on obtient un 10/10e avec une petite correction et que le patient s'en satisfait, après, c'est une discussion à avoir avec lui. C'est sûr que s'il y a une rotation de 40 degrés et que là, on va avoir effectivement une baisse de la meilleure acuité visuelle corrigée très certainement, et ensuite, le patient va être peu satisfait du résultat. À ce moment-là, je pense qu'il faut le tourner. Parce que ça se fait relativement facilement si c'est dans l'immédiat. Alors, j'ai une question, Cathy, donc d'un internaute qui nous demande un patient qui a été opéré ailleurs, avec un implant donc acrylique hydrophobe. L'implant a été positionné dans un axe erroné puisqu'il est au moins à 45 degrés de l'axe cornéen. Donc notre collègue a essayé de le tourner, n'a pas réussi. Que faire? Alors, les différentes solutions que j'ai proposées, ça dépend un petit peu du matériel dont on a à disposition, s'il y a effectivement laser excimer, femtoseconde et que c'est facile d'utilisation. Par contre, à ce moment-là, l'implant add-on, l'implant qu'on va mettre en Bikibac peut être une solution. Si effectivement la rotation est impossible, à ce moment-là, on peut proposer une implantation en piggyback. Donc, l'astigmatisme cornéen est toujours là, 3 dioptries. Voilà, et on L'astigmatisme de champ postérieur est à 45 degrés. Et on va calculer ce Et on va mettre un implant torique dans l'axe dans le sulcus qui va corriger l'analyse vecteur. Ce qui va rester. Et les aberrations optiques, là, sont ça semble être. Personnellement, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de poser ces implants, mais ça semble être efficace dans les publications. Là, il faut une plasticité, là, parce que la cordée, l'implant plus le deuxième implant. Les publications qui parlent de ces implants sont relativement satisfaisantes sur le plan des résultats et de la stabilité. Alors, une autre question, madame, messieurs. Les implants toriques sont-ils asphériques? Actuellement, on nous dit que tous les implants monofocaux doivent être asphériques pour augmenter la vision des contrastes, la vision nocturne, etc. Donc, est-ce que les toriques sont asphériques? Pas tous. Je réponds. Ça dépend. Non, tu me regardais. Mais je vous regarde tous les trois, amis. Alors, on va donner la parole à Cathy. Ils ne sont pas tous asphériques, voilà. mais ils doivent le devenir très certainement bientôt. Bon. Non, parce qu'on peut imaginer que... on induit des aberrations optiques en ne mettant pas des implants asphériques. Dans la mesure où les implants ordinaires sont asphériques, il y aurait logique avec les implants premium, soit également. Tout à fait. Une autre question qui nous a été transmise, qui est quelle est la fiabilité d'une réfraction péropératoire, Michel, par l'orange métallique ou mécanique que tu nous as montré là. L'orange qui permet de faire une abéro-péropératoire, est-ce que c'est fiable? Est-ce que la chambre antérieure est gonflée normalement? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'édème cornéen qui modifie la réfraction? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter une machine comme ça? Alors, d'abord, c'était présenté parce que c'était le futur, et puis parce que c'est un axe de recherche. C'est vendu aux États-Unis. Hein. Si tu me demandes mon opinion personnelle, je pense que là, on est arrivé à la limite de compénétration entre l'abérométrie réfractive du laser excimer et l'abérométrie qu'on peut appliquer aux implants. Okay. Parce que quand on analyse au niveau abérométrique un œil, l'œil est à pression constante et il est analysé correctement. Si on a un œil qui a été opéré de la cataracte, simplement la présence d'une capsule qui continue à vivre après l'implantation modifie fondamentalement l'acuité visuelle, mais avant l'aspect au niveau de la lampe à fente et avant la bérométrie. 2. Et 3, au niveau de l'analyse péropératoire, c'est tricky, comme disent les Américains, tout simplement parce que ça dépend de plein de choses qui me paraissent difficiles à maîtriser. Tu l'as dit, le remplissage de l'œil, sa pression péropératoire, les angulations, les différentes angulations de l'œil par rapport à l'analyse, l'utilisation d'un tracker alors que l'œil vient d'être opéré de la cataracte, est-ce qu'il est suffisamment efficace pour centrer comme ça? En ce qui me concerne, ça n'engage que moi, je vais mettre 3 gros points d'interrogation à suivre. Moi, j'y crois pas trop, à suivre. Donc on peut éviter de faire un chèque pour acheter un... Surtout ce chèque-là, oui. D'accord. Oui. Alors, une autre question. Alors là, c'est la vie de tous les jours. Un patient donc astigmate a été opéré de la cataracte du premier œil avec un brillant succès avec un implant torique. Pas de bol, deuxième œil, rupture capsulaire issue de vitrée. L'implant torique est programmé, c'est un implant de sac, etc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites au patient?
il vaut mieux s'abstenir d'implanter. Parce que là, si on l'implante dans le sulcus, on est sûr d'avoir... Enfin, il y a une rotation potentielle. Le message est, on ne met pas un implant monobloc dans le sulcus. Et après? Et après, on lui fera un laser pour corriger son... laser ou incision ou voilà. Incision ou laser, incision relaxante ou laser. Selon le degré, d'astigmatisme. On est dans la même situation que rupture capsulaire sur un implant multifocal. Prudence d'abord, régler la complication, avoir l'œil le plus calme possible et ensuite on a des moyens de gérer la complication. En général, la complication survient toujours sur le deuxième œil. Le premier s'est très bien passé, c'est le deuxième œil qui peut entraîner ce genre de situation non prévue. Quoi d'autre? Eh bien, non, moi, j'ai pas d'autres questions. Si, il y a un commentaire sur la greffe et cataracte. Le patient a été greffé, il a un fort astigmatisme, il a besoin de se faire opérer de la cataracte. Son greffon a déjà 15 ans d'âge, il va tenir le coup de la chirurgie de la cataracte, mais il y a quand même un risque qui décompense dans les années suivantes. Est-ce que vous recommandez de mettre un implant torique sur une greffe, sachant que le greffon peut être changé, ou est-ce que vous recommandez de mettre un implant monofocal classique avec éventuellement ajustement cornéen par une méthode laser ou incisionnelle? Quelle est votre position face à cette question? Je pense effectivement que c'est une interrogation tout à fait légitime. Si le patient doit être greffé, que va-t-il devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il est greffé. Il est greffé. Son greffon tient le coup. Il risque d'être greffé. C'est pour ça que je pense que l'une des solutions alternatives qui consiste à opérer ce type de patient avec un implant torique uniquement dans le sulcus, qui sera facilement... en piggyback, alors? En piggyback, qui sera facilement... Un monofocal plus un torique. Oui, qui sera facilement enlevable au moment de la chirurgie de la greffe de cornée, puisqu'on peut très facilement explanter un implant dans le sulcus, et ce qui permet de régler, on va dire, le problème qui est lié à un implant torique dans le sac qu'on ne pourra pas enlever secondairement avec une nouvelle greffe qui risque d'induire un astigmatisme dans un autre axe et être très perturbant. Ou incision cornéenne. Encore une fois, c'est des cas suffisamment complexes pour qu'on puisse éviter. On ne peut pas faire de généralité, c'est vrai que c'est au cas par cas, ça dépend du greffon. Est-ce que réellement, il donne l'impression de pouvoir tenir dans les 15 ans à venir ou pas? Point d'interrogation. Il y a des risques qui ne tiennent pas et dans 5 à 10 ans, on va se retrouver avec un astigmatisme interne, fixé, définitif, fibreux. Je crois que l'implant torique, dans ce cas-là, il vaut mieux l'éviter et puis essayer effectivement d'utiliser d'autres moyens. Je pense que c'est un très bon message. Ouais. D'autres moyens cornéens ou éventuellement piggyback pour... Bon, ben, je crois que vous avez vraiment apporté ce soir des clés indispensables au bon fonctionnement de cette correction de l'astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte. Je ne vois pas comment votre message ne sera pas écouté par la communauté chirurgicale qui vous écoutait ce soir. Il est certain que l'amplification du mouvement va encore se faire par ce qui nous attend probablement, c'est-à-dire l'utilisation du laser femtoseconde dans la chirurgie de la cataracte, puisque là, vraiment, tous les éléments technologiques seront réunis pour obtenir un résultat parfait, avec des rhexis parfaitement centrés, reproductibles, circulaires, avec éventuellement des incisions arciformes qui pourront aider dans certains cas d'astigmatisme un petit peu plus grand que la moyenne, des incisions qui se feront, semble-t-il, non plus, je vous dis, en transcornéen, mais uniquement en intracornéen pour éviter les douleurs post-opératoires et les gênes possibles. Donc moi, je pense que grâce à vous, je crois que nos collègues, chers amis, vous allez pouvoir maintenant vous y lancer, faire face, de relever le défi de passer de 4 à 40% dans les 5 ans à venir. On ne voit pas aujourd'hui quel message vous délivrez qui pourrait vous induire à ne pas en faire. Hein, quelles sont les contre-indications des implants toriques? Pour moi, la principale contre-indication, c'est l'absence de reproductibilité. L'absence d'astigmatisme, oui. L'astigmatisme cristallinien, parce qu'on en trouve. L'œil sec avec les problèmes de cornée qui font qu'on a beaucoup de mal à évaluer l'astigmatisme, l'axe d'astigmatisme en préopératoire chez certains patients. Mais sinon, c'est rare, parce que l'œil sec, que l'implant soit monofocal ou torique, ça ne
change pas beaucoup quand même. Le bilan. C'est plus dans l'évaluation opératoire et difficile de proposer un implant à un patient torique quand on a des variations importantes au niveau de l'axe. Cathy, un autre message? Non, je crois que c'est... à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est une des indications qui sont très largement croissantes dans notre pratique. Je pense que ça devrait l'être rapidement pour tous. Avec un message aussi, ce n'est pas tellement consommateur de temps. Il y a un petit effort intellectuel qui n'est pas négligeable. C'est intéressant, puisqu'il y a une petite démarche intellectuelle supplémentaire. Ça rend plus stimulant le calcul de la puissance de l'implant, mais ce n'est pas très consommateur. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que ça prend 20 minutes supplémentaires pour faire un bilan. Donc, nous tenions à vous remercier pour votre participation active, vous de l'autre côté de l'écran. Merci encore donc aux orateurs qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris ce soir pour partager avec nous ces informations qui étaient très utiles. Merci au laboratoire Alcon qui, je le répète, nous a aidés dans l'organisation technique de ce débat. Merci comme toujours à notre agence, la belle agence, qui réalise derrière nous en coulisses donc la diffusion de ces débats. Et puis bien sûr, je me permettrai de ne pas vous quitter sans vous montrer l'affiche du congrès 2011 qui aura lieu à Paris, chers amis, les 7 et 8 mai. Et que vous soyez au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou partout en France, sachez que vous serez les bienvenus au Palais des Congrès en mai prochain. Voilà, merci à tous de votre participation et puis donc à la prochaine fois pour un nouveau thème d'actualité dans les quelques mois à venir. Bonsoir et merci.